Il y a 30% grosso modo de femmes dirigeantes d'entreprises et créatrices d'entreprises. Mais dans la tech, il y en a moins de 10%. Et dans les levées de fonds, il y en a moins de 2%. 2%. Et de femmes associées femmes, de 2 femmes à la tête d'entreprises tech qui lèvent des fonds. Ça n'existe pas. Je vais jamais lâcher 20% de ma boîte. Je suis rentable. Je vais pas faire rentrer des gens au capital et leur filer 20% de ma boîte, alors que j'ai tout donné depuis 3 ans pour arriver à faire de cette structure une boîte. Faut pas lever 200 000, faut lever 1 million. Ouais, mais moi en fait j'ai besoin de 200 000 quoi. Bah non, mais va chercher 1 million, parce qu'en fait que tu lèves 200 000 ou que tu lèves 1 million, les business angels, qui sont les tout premiers gens que tu vas voir, veulent entre 15 et 20% de ta boîte. Notre vision, c'est de dire, c'est pas au consommateur de oui, il y a le pouvoir du portefeuille et on doit jouer avec ça, mais c'est en fait aussi aux marques de réendorser ce rôle et cette responsabilité de la mise en marché. Là, on était à Coimbatore, au fin fond de l'Inde, et on dormait dans un hôtel enfin un peu confortable, parce qu'on avait sinon dormi dans des hostels ou des trucs un peu dark. Et là, on se dit, bon, on va bien dormir, on va dormir cette nuit, et il nous dit un dernier truc, il nous dit, sachant que c'est vous, et vous allez faire des millions de chiffres d'affaires. Hello à tous, c'est Romain Limois et bienvenue dans Stratège, un nouvel épisode de Stratège. J'ai l'honneur aujourd'hui de rencontrer, à vrai dire, quasiment, presque première fois qu'on discute aussi longtemps, de rencontrer Camille Le Gall. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec Camille, en fait, on a fait la même école de commerce. Et donc, j'avais un œil sur les quelques membres de cette école qui, après l'école, ont monté des business, ont été entrepreneurs. Et effectivement, Camille, on pouvait pas louper son aventure. Elle a cofondé avec une amie de lycée, si j'ai bien compris, l'entreprise Fairly Made en 2018. Sa mission, la mission de Laure et de Camille, du coup, c'est d'améliorer l'impact environnemental et social aussi de l'industrie textile, l'industrie de la mode, en tout cas de l'industrie textile. Et comment faire ça ? Alors évidemment, elle nous expliquera un petit peu toutes les différentes étapes pour arriver à cette mission, mais c'est entre autres par un logiciel SaaS qui permet de mesurer l'impact et la traçabilité, la recyclabilité des produits. Donc tout ça, c'est hyper passionnant, et je lui ai envoyé un message en lui disant « c'est d'utilité publique ce que tu fais, viens on en parle ». Et du coup, je suis trop content qu'elle ait accepté ma demande. Vous venez de lever 5 millions, enfin vous venez il y a un petit peu 1 an à peu près, au moment où on enregistre ce podcast. Bref, on a plein de choses à aborder. J'aimerais évidemment qu'on apprenne un peu plus sur Fairly Made, sur ce que vous faites, et puis un peu qu'on en apprenne tous sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais toi en tant qu'entrepreneur dans cette entreprise-là, quelles sont tes façons de réfléchir tout ça, de stratégiser aussi tout ça. On va avoir plein de clés, j'imagine. Bienvenue Camille. Merci, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Content d'avoir un petit moment comme ça pour discuter. J'aimerais démarrer par une question un peu particulière, mais qui est Monsieur Bruno ? Et est-ce qu'il y a eu d'autres personnes comme ça qui ont eu un impact dans ta vie ? Ok, ouais, énorme. Alors oui, Monsieur Bruno est mon prof de CP. Donc un instituteur qui m'a absolument marqué, parce que je pense que c'est la personne qui m'a fait aimer l'apprentissage. Et je me souviens, le mercredi, j'étais dans mon lit et j'allais pas à l'école, du coup, mercredi étant le jour où je n'allais pas à l'école, dire à ma mère, mais pourquoi le mercredi on va pas à l'école ? J'étais en CP. Donc Monsieur Bruno, c'est un homme absolument incroyable. Je pense qu'il a marqué plusieurs personnes. Donc c'était l'école de l'Arbalète dans le 13e, boulevard Arago. Non, d'ailleurs pas de l'Arbalète, c'était l'école primaire Arago. Et il est resté dans ma mémoire. Je lui ai d'ailleurs écrit une lettre après en le remerciant pour tout ce qu'il avait fait. On avait un système, ça paraît assez old school, mais on avait des points, des images, des grandes images et des cadeaux. Donc on gagnait à chaque fois en fonction de la bonne conduite. Des gommettes. Ouais, on avait des vrais bons points. C'était des cartes que je pense nos parents ont pu connaître. Et oui, franchement, on sentait que c'était quelqu'un qui aimait son métier, il était ravi enfin même plus que ravi en fait. Il aimait voir les enfants progresser, apprendre, extraordinaire. Et donc j'étais en cours avec une de mes meilleures amies et qui, voilà, c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui a marqué plusieurs générations.
Comment t'expliques que t'as encore cette personne en tête et que t'en as parlé dans une interview récemment et tout ça? Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Prof de CP, parce que tu m'aurais dit prof de lycée, tu vois, c'est proche. Ouais. Bah, parce qu'en fait, je pense que plusieurs fois, même en grandissant, je me disais, et c'est d'ailleurs un truc que je fais de temps en temps, mais rétrospectivement, qui est-ce qui a vraiment marqué mes jalons d'apprentissage? Qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui? Et c'est vrai que même, je me souviens de difficultés en prépa, enfin de moments un peu durs, je me disais, bah, c'est quelqu'un qui m'a donné envie d'apprendre. Et ouais, non, j'ai beaucoup aimé Monsieur Bruno. Une autre personne, c'était même Leroux, et c'est des profs, en fait, avec qui vraiment j'ai ces moments marquants parce que c'est extraordinaire dans la vie d'un enfant, de l'ado et la jeune fille que j'étais au collège. Madame Leroux, du coup, c'était ma prof de français en 4e et qui nous faisait beaucoup lire. Donc, je parle de romans, c'est elle aussi qui m'a donné le goût de la lecture. Parce qu'on lisait vraiment des romans d'adultes, on devait disserter. Et aujourd'hui, à l'âge de ChatGPT, ça paraît très simple, mais on devait souvent rédiger à la manière d'eux. Ouais, et donc, on devait raconter nos rêves à la manière d'Amélie Poulain, raconter nos vacances à la manière de Prévert, etc. Donc, il y avait pas mal aussi d'exercices d'écriture. Et elle nous donnait aussi la parole, donc ça c'était agréable de pouvoir aussi expliquer pourquoi on lisait quand on avait des bonnes notes, on lisait nos rédactions. Et puis sinon aussi un élément fort pourquoi Madame Leroux m'a marqué, c'est qu'elle avait pas mal le goût d'assembler les bons et les mauvais élèves entre guillemets, et elle le disait un peu de manière constructive, mais au contraire elle rebattait les cartes en disant que chacun avait à s'apprendre mutuellement, et c'était assez cool parce que je me souviens d'avoir passé du temps avec Vincent ou d'autres personnes de la classe, et c'était clairement un apprentissage mutuel juste pour pourquoi nous on avait plus de facilité sur certains sujets, et c'était une prof extraordinaire. C'est incroyable que tu aies ces souvenirs-là aussi précis. Et tu vois, ce que tu as dit, c'est intéressant sur ChatGPT. En fait, on a vécu un moment, on a le même âge, on a vécu un moment où les bons profs pouvaient nous marquer, pouvaient vraiment nous façonner d'une certaine manière. Est-ce qu'on pourra dire ça dans 10 ans? Peut-être pas. Si, moi je suis optimiste. Ouais. Moi, déjà, je trouve que c'est une techno extraordinaire. Hein. L'IA a complètement sa place aujourd'hui. Mais oui, je pense que les gens vont continuer à nous marquer. Et au contraire, souvent je réfléchis à ce que j'aimerais faire d'ailleurs après, plus tard. Et Instit, par exemple, c'est ma voie. Je pense Incroyable. que j'aimerais être Instit plus tard. Wow, okay. Mais en fait, oui, heureusement je te prends quelques secondes déjà pour te remercier d'être arrivé jusque-là. Tu fais partie des quelques pourcents des auditeurs à avoir une grosse capacité d'attention. Et puis, je voulais aussi te dire qu'avec Camille, j'ai enregistré ce que j'appelle la question off. Je lui ai posé une question totalement off que je ne diffuserai pas sur les réseaux. Et en fait, je lui ai demandé quelles sont ses lectures du moment, quelles sont les lectures qui l'ont marqué, qui ont vraiment fait son année. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui lit pas forcément beaucoup de livres de non-fiction, alors que moi je suis un gros lecteur de livres de non-fiction. Et donc elle m'a partagé 3 lectures, dont 2 fictions, 2 romans. Et je dois avouer que juste après qu'elle me les ait partagés, j'en ai acheté un des 2. Et c'est effectivement un des meilleurs romans que j'ai jamais lu. Donc vraiment, il y a 3 pépites que tu vas pouvoir entendre dans cette question off. Donc je la diffuserai pas, le seul moyen d'y accéder, c'est par le lien qui est en description. Je te laisse avec le reste de l'interview de Camille Legall. Oui, heureusement qu'il y a des gens qui vont marquer les élèves, heureusement qu'il y a des gens qui vont continuer à jalonner notre parcours d'apprentissage, parce que l'humain au sens je suis là, je t'écoute, je comprends comment toi t'apprends et comment l'autre aussi réagit par rapport à ce processus d'apprentissage est essentiel, notamment dans le système d'une classe, quoi. Tu peux pas embarquer 30 élèves de la même manière, avec le même parcours et le même cursus. C'est d'ailleurs des reproches qu'on fait au système français. Mais oui, je pense que les gens continueront à nous marquer. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc que je m'applique au quotidien chez Fairly Made aussi. C'est je prends du temps pour comprendre psychologiquement qui sont les gens, à me pencher sur les caractères et les personnalités de chacune et chacun qu'on embauche chez Fairly Made. Et d'ailleurs, c'est une des clés de notre recrutement, c'est de se dire qu'on prend des gens qui nous inspirent. Qui vous inspirent. Oui.
Ok. Wow, ok. Que tu sois stagiaire, alternant, CDI. Moi, je cherche à chaque fois, aussi dans les personnalités que j'embauche, des gens avec lesquels je serais hyper heureuse de passer la soirée, le week-end, aussi pour apprendre de manière très et pragmatique et quasi égoïste, moi-même, beaucoup des gens qu'on embauche. Pour apprendre d'eux, quoi. Justement, on va faire un pont directement avec Fairlymed. Ouais, avec plaisir. Mais je voulais démarrer par Monsieur Bruno et toutes ces personnes-là parce que j'ai compris que c'était quelque chose d'important et qui t'avait aussi façonné. Et les gens peuvent mieux, les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, vont pouvoir un peu mieux comprendre qui tu es. Avant qu'on parle de recrutement et de tous ces sujets-là qui sont passionnants, que je maîtrise pas tellement, donc on va pouvoir en parler. Il y a un mois, il y a une boutique Shein, donc marque chinoise de fast fashion absolue, qui a ouvert dans le Marais. Et donc, je me suis dit, ça va pas trop fonctionner parce qu'il y a tellement de bruit, il y a tellement de spam autour de cette marque. Et en fait, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. À la lumière de tout ça, en quoi c'est important de mesurer l'impact, de mesurer la traçabilité, de faire tout ce que fait Fairlymed à la lumière de cette nouvelle. C'est dur ce que tu me fais vivre parce que tu me parles de gens extraordinaires que j'ai adorés et aujourd'hui tu me parles de Shein qui est vraiment la pointe de ce que j'exècre et qui me tord le ventre au quotidien. C'est l'ascenseur émotionnel, stratège. Ouais, là c'est un gros saut dans le vide. Mais comment l'aborder ? En fait, Shein représente aujourd'hui tout ce que est la société de consommation et ce que la fast fashion ont pu faire de pire. Avant même que Shein existe, et peut-être nous sur la jeunesse de Fairlymed, donc Laure travaillait chez H&M en tant qu'acheteuse, donc elle a vraiment vu ce que c'était déjà un modèle de fast fashion compliqué, quoi, genre 52 collections par an. 52 par an. Par an. Wow, d'accord. À fabriquer des collections, à tirer les prix vers le bas, à vouloir complètement et dans une logique de rentabilité et de revenus, mais de proposer des pièces désirables aux consommateurs. Avant ça, elle était agent d'usine en Chine, donc elle voyait aussi ce que c'était que fabriquer avec un niveau d'opacité complexe, avec beaucoup d'intermédiaires. Et moi j'ai bossé dans le luxe, donc j'ai plutôt vu la face paillette de l'industrie qui aujourd'hui fait aussi un peu le fleuron de nos industries, mais assez vite on a réalisé que ce soit le luxe ou la fast fashion, il y avait un très très gros problème dans la compréhension des filières de fabrication et en tant que marque, metteur en marché, un rôle qui s'arrêtait à l'acte d'achat, quoi. Je dessine une pièce, je l'achète, je la mets en boutique et mon objectif, c'est de faire de la marge et gagner de l'argent là-dessus. Et en fait, il y a d'ailleurs une loi en France hyper intéressante qui s'appelle le devoir de vigilance qui oblige une marque de plus de 5000 employés à prendre ses responsabilités, non seulement sur la pièce qu'il met en marché, mais sur toute la filière amont. Et donc en 2016, avec Laure, tu l'as dit, donc une pote du lycée, une très bonne amie, on se un peu retrousse les manches et on commence à investiguer sur qu'est-ce qui se cache derrière l'industrie dans laquelle on travaille. Et on comprend mieux justement cette loi qui est déjà en vigueur à l'époque et qui donc impose ce devoir de vigilance à des marques. Et en fait, on arrive... donc, on lance Fairlymed, mais on va revenir sur le sujet. Mais vraiment, pour parler de Shein, on arrive aujourd'hui à finalement laisser des marques mettre en marché, donc vendre à des consos français, des produits de manière justement impunie, des produits qui ne répondent pas à ce genre de cahier des charges, pour lesquels finalement les marques détournent le système de vente parce qu'ils n'ont pas forcément de produits de boutique physique. Là, c'est même déclaré comme un pop-up, donc il y a tout un rouage assez vicieux dans l'installation de Shein en France. Mais bref, qui fait que on est même plus dans la fast fashion, on est dans l'hyper fast fashion, on est dans l'ultra consumérisme de produits qui sont donc dégradés d'un point de vue qualité.
qui sont dégradées, mais même dans le process de création. Enfin, c'est des copies conformes de ce qui peut exister. Enfin, Zara, H&M copie les défilés. Shine copie une TikTokeuse qui sait faire un haut, un petit créateur qui lance une marque, ou même H&M ou Zara pour en faire le produit du jour. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une logique de presque jetable et périssable dans le bien de consommation, qui est le produit textile, et qui, en fait, à l'époque, et même... Enfin, je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, reste un produit fonctionnel, au sens je le porte et il a une fonction, je m'habille, il y a un besoin finalement de durée aussi, parce que il y a un vrai coût derrière cette pièce et tu vas pas jeter la pièce après usage. C'est ça. Donc voilà, je tempère mes paroles, mais en fait, Shein, c'est, je pense, la plus grave illustration de ce que, voilà, la mode et des dérives en fait. Voilà, et des dérives de la consommation qui est aujourd'hui compliqué à enrayer, parce que quand tu dis à des gosses qui ont de l'argent de poche, ne va pas claquer les 10 balles qu'on t'a donné ce mois-ci. 3 t-shirts. Dans 4 robes. Enfin, en fait, voilà, c'est une logique de pouvoir d'achat assez naturelle. Et puis quand, en fait, c'est toutes les nanas ou les mecs qu'ils admirent sur TikTok qui leur proposent ces produits, que c'est des produits assez stylés, qui vont avoir un peu de gain de confiance, que eux-mêmes vont endorser un peu un rôle stylé à l'école. Bon, c'est pas là où faut lutter, en fait, parce que c'est toujours le sujet. Moi, je suis contre la punition et le report de responsabilité sur le conso. C'est aussi la raison pour laquelle, dans la Safe Learning Made, c'est que notre vision, c'est de dire, c'est pas au consommateur oui, il y a le pouvoir du portefeuille et on doit jouer avec ça, mais c'est en fait aussi aux marques de réendorser ce rôle et cette responsabilité de la mise en marché. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, vous auriez pu lancer une marque vous-même. On va expliquer vraiment tous les rouages de tout ça, mais vous auriez pu lancer une marque, mais vous êtes dit, on va pas lancer une marque parce qu'en fait, on va avoir le plus d'impact possible. Et du coup, vaut mieux être dans un marché B2B et travailler avec des marques qui, elles, ont de l'impact, et elles ont de la distribution, déjà, et des clients, et des marques parfois qui sont centenaires, parce que c'est là qu'on aura de l'impact, et c'est là où on va faire changer les choses. Et déjà, juste ça, je me suis dit, intéressant comme vision, d'avoir cette vision déjà, et de ne pas se lancer dans ce qui était le plus sexy, entre guillemets. Ouais, j'aimerais quand même conclure sur Shein, parce que c'est vraiment, tu l'auras compris, un sujet qui me pèse. Mais en tout cas, il y a une excellente pétition qui tourne en ce moment sur l'interdiction de Shein en France, pour toutes les raisons que j'explique. En fait, ils sont hors la loi sur le devoir de vigilance, sur aujourd'hui une loi qui s'appelle la loi AGEC. Donc, il y a énormément de choses sur lesquelles aujourd'hui le pays et les gouvernements ont la main pour finalement interdire la distribution de cette marque en France. Donc il y a les fédérations qui sont en train de s'emparer du sujet, il y a des médias qui s'emparent du sujet, il y a l'Espagne et l'Allemagne qui a aussi dupliqué notre pétition pour pouvoir monter au créneau. Et donc si on peut relayer la pétition dans la diffusion, avec bien sûr. Bien sûr. Donc c'est une pétition, il y a un nom à la pétition, il y a... Ouais, c'est anti-Shein, signé contre la distribution de Shein en France. Et il y a déjà des centaines de milliers de signataires. Donc il y a un vrai sujet sur lequel voilà, on est encore suffisamment tôt pour réexpliquer aux gens que c'est pas normal d'avoir accès à une robe pour 2 euros. C'est déjà un message que nous, on martèle depuis 2018 en expliquant que même chez Zara, un jean à 19 balles n'est pas viable pour toutes les raisons qu'on explique. Si on redécoupe la chaîne de valeur d'un produit, il y a un achat de matière, il y a une transformation de la matière, il y a une teinture de la matière, il y a du tissage ou du tricotage, il y a de l'impression, il y a de la découpe, il y a de l'assemblage, il y a du transport. Et il y a de la rémunération du temps homme et du temps machine à toutes ces étapes-là. Donc non, même 19 euros chez Zara, c'est pas possible. Donc 4 balles chez Shein, c'est encore pire. Ouais, c'est vraiment pas possible. Ok, je mettrai la pétition en description. Ouais. J'ai bien fait de te poser cette question. Parce complètement, que merci de me donner la parole là-dessus. De voir un peu le combat aussi que vous portez derrière. Ouais. Et ce combat-là, il a démarré... Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je me rends compte que t'as pas mal voyagé pour voir ce qui se passait, en fait. Parce que, effectivement, quand on rentre dans une boutique comme ça, de prêt-à-porter, on sait pas.
Qu'est-ce qui se passe derrière le vêtement? Enfin, le consommateur lambda, il peut pas savoir. Et en fait, j'ai l'impression que tu as fait cette démarche avec Laure d'aller voir ce qui se passait. Ouais. Je crois que quand vous démarrez, vous êtes parti en Inde ou en Afrique, un truc comme ça, non? Ouais. Alors, même avant ça, en fait, grâce à l'excellent parcours de Toulouse Business School, on avait des césures. Et donc, je suis partie au Pérou. J'avais commencé un premier stage chez Vuitton où j'avais compris aussi ce qui se passait dans l'industrie du luxe. Mais j'ai quand même pris l'opportunité de faire une césure aussi à l'étranger. Et je travaillais pour une marque qui s'appelait Sumakei Paracas. Et en fait, au Pérou, j'ai découvert ce qu'était l'entrepreneuriat social. Ce qui était une marque éthique, parce que du coup, cet asso à la base, c'était créé sur la conviction qu'il y avait des savoir-faire, notamment sur le tissage au Pérou, qui étaient en train de s'éteindre parce qu'il n'y avait plus personne qui savait utiliser les métiers à pédale. Donc, c'est des métiers à tisser à pédale hyper ancestraux, qu'on avait perdu certains savoir-faire. Et donc, cet asso s'était donné la mission de réintroduire ces savoir-faire, d'en faire des produits désirables. Et moi, j'avais été prise en stage pour vendre ces produits en Europe. Et finalement, en réalisant que la vente passait par le marketing, la communication, j'ai repris un peu toutes ces étapes-là. Et en réalisant le temps passé sur le sac, le savoir-faire et toutes ces étapes-là, j'ai un peu réintroduit la notion du marketing du savoir-faire, donc de reprendre aussi des vraies photos des artisans, de réexpliquer le temps passé. Et pour ça, me documenter, aller interviewer les artisans, m'a permis de réaliser que non, les vêtements ne poussaient pas sur les étagères. Ça, c'est une belle expression que j'emprunte à Opal et à Clément, du coup, qui est aussi un alumni de TBS. Ce podcast n'est pas sponsorisé par TBS, mais il se trouve que on a tous fait la même école. On est nombreux, voilà. De commerce. Il y a aussi Antoine de We Dress Fair. On est nombreux dans la mode éthique d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que on a beaucoup voyagé. Donc ça, c'était en 2012-2013. Et juste, je me permets de te couper sur un truc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, on parle de 2012-2013. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je me souviens que tout ce qui était entrepreneuriat social, entrepreneuriat à impact, c'était pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui, quoi. Parce que je me souviens que moi j'étais dans l'association le B3D, le bureau du développement durable, qui doit exister encore, j'espère. Et je me souviens que c'était pas du tout l'association hype à l'école, c'était pas du tout le B3D, quoi. Et j'avais lu 80 hommes pour changer le monde. Je sais pas si c'est un livre qui parle de ce genre d'initiative, tu vois, au Pérou, dans des endroits comme ça, où y a des initiatives équitables, durables. Et je m'étais dit, mais en fait, personne ne parle de ça. À l'époque, c'était pas du tout tendance, entre guillemets. Donc c'est génial que tu sois retrouvé. Alors je sais pas si c'était un peu le hasard ou si tu l'avais cherché, mais dans une initiative aussi énorme et aussi durable, quoi, à l'époque, j'ai envie de dire. Oui, je l'avais cherché. J'avais du mal à la trouver d'ailleurs, mais quitte à rentabiliser l'investissement de Toulouse Business School dans ce podcast. Non, mais tu parlais des associations. Moi, j'étais dans la BU Green and Social de Escadrille, donc je représentais l'entrepreneuriat social et solidaire de cette association. Donc, Junior Entreprise. Voilà, la Junior Entreprise, qui est un cabinet de conseil étudiant. Et en fait, j'avais découvert Make Sense, qui est une super association, qui est, je pense, une des premières associations dans l'entrepreneuriat social, et qui m'avait marqué parce que un des mojos de l'asso, c'est aussi de dire que l'entrepreneuriat social et donc la dimension sociétale et sociale n'est pas incompatible avec une réussite économique. Et en fait, le croisement de ces deux notions est très très vite entré en résonance avec ce que j'avais en moi et qui me porte encore aujourd'hui à dire que on doit mettre toute une énergie qui est un peu viscérale et alignée avec nos valeurs au service d'un bien commun et quitte à faire du business, de pouvoir aligner ces sujets, quoi. Ouais. Et donc là, tu te retrouves après le Pérou à partir à Hong Kong, je crois, non? Ouais, alors donc je commence quand même ma vie active chez Chanel. Donc je retourne dans le luxe en me disant j'étais quand même bien à l'aise dans cet univers, ça me parle. J'ai démarré d'ailleurs dans le luxe pour la partie savoir-faire. Je me disais c'est
pour moi, d'ailleurs j'ai fait mon mémoire de fin d'études là-dessus, c'est l'artisanat est un vecteur de création de valeur, comment aussi aider l'artisanat à scaler, donc c'était un peu la logique de comment une PME artisanale en France s'internationalise et quels seront en fait les jalons pour faire d'un savoir-faire une vitrine ou en tout cas une belle boîte. Et c'est vrai que moi, cette notion d'artisanat, je la retrouvais dans le luxe et j'avais envie de bosser là-dedans, quoi. Donc, j'ai débuté Chanel. Après, j'ai un peu déchanté sur les sujets on va dire, d'inspiration et de progression, on va dire, business. À savoir que je me sentais minuscule dans cette structure de millefeuille assez compliquée. Et que, en fait, Karl Lagerfeld à l'époque était mon N+24. Donc, je me voyais pas tous les 10 ans gravir une échelle. Ça n'était pas compatible avec mon cycle de vie. Ouais. Donc voilà, j'ai juste aussi voulu changer de voie et je me suis posé la question de est-ce que je voulais vraiment commencer en France. Et en fait, je me suis dit, j'ai adoré mes expériences à l'étranger. J'aime pas trop voyager en fait en tant que tel. Le tourisme, ça me rend un peu triste parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'on est un peu en superficie de tout ce qui peut se passer dans un pays. Donc, je me suis dit, quitte à avoir envie de découvrir différentes cultures, j'ai envie de bosser à l'étranger. Et rien de mieux que habiter. Bien sûr. Voilà, et pour preuve, je me suis installée premier mois à Hong Kong. Je rencontre Arthur, qui est donc mon nouveau coloc, et qui est hongkongais, qui est chef dans un resto à Hong Kong, et qui me dit voilà, j'ai une chambre. Je lui dis mec, c'est pas vraiment une chambre, mais ok, je sous-loue. C'était un bout de son salon, donc avec une salle de bain séparée, donc c'est le grand luxe. Mais bref, j'accepte quand même parce que je gagnais pas très bien ma vie et c'était génial de vivre dans le centre de Hong Kong, d'avoir cette salle de bain séparée et on avait un rooftop. Donc je m'égare, mais en tout cas, c'est tout ça pour dire que j'avais envie aussi de redécouvrir des cultures au travers de le travail et la vie sur la durée dans un nouveau pays. Ouais. Et là, si j'ai bien compris, tu découvres la permaculture, non, à ce moment-là? Ouais. Alors explique-nous un peu ce que c'est vraiment, ce que tu as découvert, comment tu l'as découvert. Alors déjà, l'anecdote, c'est de dire que, donc comme je viens de le dire, je gagnais pas bien ma vie à Hong Kong et donc je trouve cette super coloc donc en plein centre de Hong Kong et le week-end, quand tu veux faire des trucs à Hong Kong, tout te coûte un demi-bras. Donc déjà, c'est compliqué. Donc je me dis, ok, super, je m'inscris sur Meetup et je filtre sur toutes les activités gratuites de Meetup. Je m'inscris au Meetup et là, je vois passer des trucs et je vois permaculture incroyable, je me dis génial, ça fait un petit bout de temps que ça trottait dans ma tête. Donc, qu'est-ce que la permaculture ? La permaculture, c'est une thèse et un concept qui présente l'agriculture comme un écosystème qui se nourrit de la bonne symbiose entre des différentes plantes que tu vas justement assembler. Et dans la logique d'agriculture qu'est la permaculture, c'est de dire ça ne sert à rien d'user d'engrais puis d'insecticides et de nouveau d'engrais et de nouveau des insecticides plutôt que de faire des couches chimiques et d'intrants successifs. Il faut mieux penser le sol et justement les cultures comme un écosystème. Et donc de dire, tu mets des capucines à côté des tomates pour que les capucines empêchent les pucerons de s'installer chez la tomate. Tu plantes des patates douces à ras du sol avec des bananiers un peu au-dessus pour que la patate douce empêche les mauvaises herbes de pousser et que le bananier apporte de l'ombre. Donc voilà, toute une logique systémique un peu. Ouais, complètement. Ouais. Et surtout productiviste, c'est-à-dire il y a un vrai ratio au mètre carré de densité de production de légumes qui est folle. Et donc j'ai rencontré cette femme qui était géniale, qui proposait à des bénévoles de venir co-construire sa ferme. Et donc on allait sur l'île de Pen Chao, qui est une île à 30 minutes de Hong Kong en bateau. Et donc voilà, je prenais le bateau tous les samedis pour aller l'aider à structurer sa ferme. Et j'ai adoré parce que j'ai eu 2 apprentissages, je dirais. Elle aussi, elle a marqué ma vie. J'ai eu 2 apprentissages grâce à la permaculture sur l'île de Pen Chao.
Le premier, c'est que, en fait, voir grandir les carottes que tu fais pousser te permettent de manger en pleine conscience la carotte que tu vas acheter le lendemain en boutique, quoi. Tu te dis que on a une chance inouïe et en fait, l'effort de se nourrir est complètement décorrélé par rapport aux efforts fournis en amont pour faire pousser la carotte. Et donc, derrière tout ça, qu'il y a un drame entre la rémunération typiquement de l'agriculteur aujourd'hui, d'ailleurs en France, partout dans le monde, et la valeur qu'il crée pour toi au quotidien dans ton alimentation. Et la deuxième chose, c'est dans le management, elle était assez incroyable elle avait la capacité de nous dire... Aujourd'hui, on crée des marches. Donc ça, c'est un concept en permaculture. Tu recrées un peu comme dans des cultures en escalier. Tu crées des grandes marches. Ouais, un peu comme les rizières. Des grandes marches sur lesquelles, en fait, un terrain non exploitable devient complètement exploitable parce que tu crées ces paliers. Et il faut aller couper du bois. Et elle te lance un peu seule pour aller couper ton bois. Donc tu te dis, est-ce que je suis assez forte? Est-ce que je vais réussir à couper le bois et autres? Et elle te laisse faire. Elle a cette volonté de laisser les gens tester par eux-mêmes la meilleure manière d'aller couper du bois. Et au bout d'un moment, elle se permet de dire, écoute, je te montre la manière la plus efficace, puisque elle a un peu théorisé la chose, elle a beaucoup fait des stages aussi pour apprendre à structurer son jardin. Et elle te montre avec le bon outil et la bonne technique de coupe, la manière d'être le plus efficace sur le quart d'heure donné. Et surtout que tu réalises à quel point c'est pas grave d'être une femme, c'est pas grave de pas avoir de force, c'est pas grave de... pas avoir la notion de base 2 minutes avant et que tout est possible, quoi. Donc je pense que voilà, d'un point de vue managérial, très agréable de voir que se laisser un peu les gens se confronter à la difficulté puis leur donner la clé du succès de manière complètement bienveillante, c'est incroyable parce que tu te souviens de la difficulté et ensuite tu as l'action, voilà, la solution en présence. Que tu gardes en tête, du coup. Que tu imprègnes beaucoup mieux, du coup. Ouais. Et de deux, quand ça a fait, elle a levé, je pense, pas mal de doutes chez moi, à savoir, en effet, couper du bois. J'ai grandi quand même proche de la nature, mais en tout cas, voilà, on est capable de tout, quelle que soit notre force, nos sexes et les personnes qu'on est. La permaculture, j'avais envie de parler de ça avec toi, parce que j'ai vu que tu citais souvent ça, mais... À un moment donné, du coup, tu re-rencontres, j'imagine, Laure, ta pote de lycée avec qui tu avais fait un TPE un peu sur ces sujets-là. Comment vous vous retrouvez et qu'est-ce qui vous a amené à vous dire on va créer un business ensemble? Donc, en effet, on se retrouve avec Laure, puisque donc, on ne s'est jamais quittés, on est amis du lycée. On était au lycée Fénelon dans le 6e ensemble et on a en effet fait un TPE sur le textile synthétique. Et en fait, Laure donc, travaillait pour H&M et la centrale d'achat de H&M était à Hong Kong. Et donc à ce moment-là, elle fait des allers-retours pour le travail et on se pose quand même beaucoup de questions. Je parlais de la permaculture. J'avais aussi donc rejoint une ONG qui s'appelle Redress, qui travaille sur les sujets de sensibilisation du consommateur par rapport à l'acte d'achat dans la mode. Qu'est-ce qui devient ce vêtement une fois que je le porte plus? Ils avaient même créé un défilé qui est extraordinaire, qui s'appelle The Redress Fashion Show, qui propose à des créateurs d'aller dans une décharge pour aller sourcer leurs vêtements, en fait, la matière avec laquelle ils vont ensuite créer un défilé de toutes pièces. Et donc, c'est assez extraordinaire de se plonger dans ces thématiques. Christina Dean, qui est la fondatrice de cette ONG, m'inspire beaucoup. Et je dis alors, c'est compliqué. On travaille dans une industrie toutes les deux depuis près de 5 ans qui, en fait, moi, me convient pas. Je bouffe bio, je fais attention à mes achats. J'ai débuté la permaculture. Je suis un peu outrée de l'écart entre ce métier qui nous alimente et la réalité du terrain. Donc, on se documente, on regarde The True Cost. Il y a des documentaires pareils comme Solutions locales à désastre mondial qui sont du coup plutôt dans la partie agriculture qui font écho. Et Laure, en parallèle, demande à H&M de la former et leur met un peu un ultimatum en disant
En fait, oui, je suis peut-être un bon élément, mais moi, j'aspire à mieux. J'ai envie de voir quelles sont les possibilités en tant que acheteuse pour mieux concevoir. Et donc, elle suit un cursus d'1 an, une formation hyper pertinente sur les alternatives à la mode. Et donc, super bon cursus de formation chez H&M. Et on se pose sur quelles sont aujourd'hui ces solutions et comment est-ce qu'on les fait passer à l'échelle. Parce que les solutions semblent exister. Le coton bio est déjà disponible. Le polyester recyclé sont des matières qui existent. Pas mal d'éléments qui nous semblent assez activables. Et donc, en effet, on réfléchit à lancer une marque. On se dit, est-ce qu'on va pas lancer la marque la plus éco-responsable au monde ? Charge à nous de trouver les usines les plus engagées. Mais rapidement, on voit à quel point le modèle économique n'allait pas avoir autant d'impact que le problème systémique, en fait, qui était celui des déboires au niveau sociaux et environnementaux dans l'industrie de la mode. Ouais, mais au début, il y avait un peu cette envie, ou en tout cas ce souhait de se dire, peut-être créer une marque. Ouais, parce que... C'est ce qui était le plus clé en main, on va dire. C'était alors pas mal. Laure est hyper créative. C'était un sujet sur lequel j'avais peu de doutes dans notre capacité à créer une belle marque, de se dire que c'était moins compliqué. Mais par contre, on a eu un truc assez rapide sur l'impact qu'on voulait avoir, que créer un panel de consommateurs, lancer une marque, le faire adhérer les gens aux marques. C'était, je sais pas, ça semblait beaucoup trop long pour nous. Et en fait, on s'est dit, il y a des centaines de milliers de marques qui ont déjà ce vivier de conso. Charge à nous de redescendre sur des couches plus basses que sont les usines et faire l'email et naître de cette envie de créer le réseau mondial d'usines le plus engagé sur le plan social et environnemental. Là, on est très B2B, c'est un peu obscur en réalité, comme environnement. Donc vous aviez eu un peu des expériences là-dedans. Ouais. Laure s'était fait former aussi, ce que tu viens de me dire. Mais c'est quand même assez obscur. Donc comment vous avez abordé ça ? C'est-à-dire qu'en vous disant, on va aller mettre le nez là où en fait on ne connaît pas cet univers-là. Ouais, c'était à la fois c'était obscur, mais typiquement, comme au Pérou, j'avais vu qu'il y avait vraiment beaucoup de choses positives derrière. On avait une énergie mais débordante pour aller découvrir des usines, rencontrer des directeurs et des directrices. Et vraiment, on a eu un espèce de feu dans l'envie de découvrir plus ce qui se passait sur le terrain. Directement, vous êtes allé chercher sur le terrain ? Super vite. Donc à l'étranger Ouais. Moi, je vivais à Hong Kong. Je prenais le train, le car. J'allais en Chine et je visitais des usines. Donc, Ouais. En fait, ça a été donc novembre 2021. Non, n'importe quoi. Novembre 2016. 2016, j'arrive à Hong Kong. Septembre 2016, j'arrive à Hong Kong. On commence à en parler en novembre, décembre. Et assez vite, en janvier d'après, je commence à lui dire... pour moi, ça se clarifie un peu. Elle venait de rentrer, elle avait oublié un bouquin. Et je lui renvoie son bouquin. Et je lui écris un petit mot et je lui dis imagine, on le fait vraiment, c'est palpable, il y a des sujets derrière. Et elle me dit écoute, en vrai, go. Donc on se met à faire des visios un soir par semaine et un jour du week-end. Et en fait, rapidement, on s'est dit, il faut qu'on y aille. Donc, comme je disais, c'était accessible, donc car ou train. Et j'ai une pote créatrice de contenu qui me dit, moi, je te fais un logo et on fait des cartes de visite. Vous appeliez pas Fairly Made à l'époque, non ? On s'appelait Ethic, E-T-I-K. Et j'ai encore la carte, c'est Ethic, Founding Director. Donc, faut un nom un peu pompeux en Asie. Faut se mettre tout de suite très, très haut et très à niveau pour que les portes s'ouvrent. Et en fait, on raconte, c'est vrai, Laure est chez H&M, moi j'étais chez Vuitton, chez Chanel. Donc là, les portes s'ouvrent. Donc, on voit des usines de tricot dans la région de Shenzhen. On va dans le Dongguan. On va jusqu'à... Wuhan, et en fait, on rencontre des directeurs d'usines qui sont à la fois hyper sincères sur les difficultés. La Chine est en train de mettre des niveaux on va dire de restrictions au niveau environnemental plutôt positifs en disant toutes les usines qui polluent, c'est simple, c'est radical, on ferme les usines qui ont X niveau de pollution au-delà de la réglementation. On a des usines qui nous disent
c'est normal de sous-traiter. En fait, moi, j'ai une usine un peu vitrine. Venez la visiter, mais derrière, je sous-traite. Et alors là, on découvre un univers. Ouais, parce que là, il y a quelques directeurs d'usine qui devaient peut-être pas être si OK pour vous ouvrir les portes et vous montrer ce qu'il y avait derrière, peut-être, non? Ouais, mais t'as de tout, en fait. T'en as qui te disent, en fait, c'est ça ou rien. C'est juste que c'est la manière de faire en Chine. Et t'en as d'autres qui te disent, moi, j'ai pris le contre-pied, j'ai fait différemment. T'en as d'autres qui te disent, j'ai pas d'autre moyen de gérer ma boîte. Et en fait, t'as des trucs assez culturels. C'est-à-dire, il y a des métiers à tricoter. Il y a des villes, sur toute la bordure encore sud-est de la Chine, qui était en fait l'ancienne zone de Hong Kong, proche de Hong Kong, qui a des métiers à tricoter dans les garages. En fait, c'est pas grave, hein, c'est juste qu'ils ont c'est ce qu'on appelle des ordres de commande. On leur livre la matière et ils doivent livrer le lendemain X panneaux, ce qu'on appelle des panneaux, ça sort des métiers à tricoter. Ça part dans l'usine et eux assemblent. Donc, il y a des gens qui vous ont empêché de rentrer? Ouais. Ou cacher quelque chose, ou être un peu dans cette démarche-là? Oui, alors tu vois jamais... déjà, tu vois pas tout. Je pense qu'on a été très très loin, mais on a forcément pas tout vu. Et puis, c'est un peu la règle, quoi. C'est t'es blanc, t'es acheteur potentiel. Donc, encore une fois, on a eu la chance déjà de voir beaucoup de choses grâce à des directeurs d'usine vraiment transparents. Mais en Inde, ouais, je me souviens d'histoires où en effet, on avait plus de difficultés. L'Inde, c'est plutôt oui à tout. Ils vont avoir une culture du oui, qui d'ailleurs ça se dit un peu oui, genre c'est dit comme non. Voilà, c'est troublant. Mais donc Laure avait bossé pas mal avec l'Inde et donc elle connaissait aussi mieux le marché. Mais oui, on a eu des refus en nous disant voilà, ça c'est l'usine. Tu dis non, ça c'est pas l'usine, ça c'est le showroom. Fait, non, that's the factory. T'es là genre non, ça c'est le showroom. Donc moi je suis là, j'ai fait 400 km, j'ai eu un accident sur la route. Vous avez eu un accident? Ouais, on a eu un bel accident de voiture. Anecdote, mais en gros les autoroutes en Inde c'est des 4 voies où la sortie est parfois de l'autre côté. Ok, donc il faut traverser les 4 voies. Donc c'est une 8 voies sur laquelle la sortie 22 est en fait de l'autre côté. Donc ouais, on a eu un bel accident où le mec s'est rangé sur le côté pour pouvoir traverser en attendant qu'il n'y ait plus personne. Et en fait, on s'est pris une voiture derrière, donc petit coup du lapin. Voilà. Donc vous arrivez dans des conditions pas optimales donc dans cette usine. On arrive quand même dans l'usine. Hein. Vous arrivez quand même dans l'usine. Hein. On est sous le choc, mais on arrive quand même dans l'usine et on nous refuse de rentrer dans l'usine. Donc ouais, là c'est une soirée pas simple, mais bref, on s'est pris une porte et au moins ça nous permet de mettre de côté cette usine. Donc puisque on était dans la démarche de créer le meilleur réseau d'usines engagées au monde, et autant te dire que cette usine s'est fait blacklister. Ok, comme par hasard, comme bizarrement. Par hasard. Ouais. Donc bien sûr. Ouais, donc là vous vous retrouvez avec plein d'informations. Ouais. Vous apprenez en fait sur le terrain parce que vous aviez un peu des intuitions, j'imagine, mais votre savoir-faire, enfin votre connaissance première, en fait, vous l'avez appris sur le terrain pour pouvoir construire votre catalogue un peu. Mais là, on se dit, on trace notre route. En fait, on se dit surtout, on a eu des bons conseils. On a eu un mec qui nous dit, en fait, faut tout de suite aller voir gros. Donc, avant de faire, c'est aussi, donc on avait un peu découvert des usines en Chine à l'époque où je vivais en Hong Kong. Je rentre quand même à Paris et là, on se dit, ok, il y a un vrai truc. On va voir les galeries Lafayette, Zadig & Voltaire, c'était mon ancien client à Hong Kong, et les galeries Lafayette, c'était une pote à nous qui était acheteuse là-bas. Et en fait, on commence à exprimer notre idée et ils nous disent c'est extraordinaire. Bien sûr, si vous arrivez à nous faire des produits dans des fourchettes de prix à peu près similaires, nous, on sera acheteurs, quoi. Donc, c'est là où on se dit go, charge à nous d'arriver à rassembler ce réseau d'usines et de proposer un produit fini à peu près dans des tarifs acceptables. Et donc, en fait, on repart. Et donc, c'est là où on avait quand même bien travaillé. On avait une de nos mentors qui était chez AFNOR. Donc, on avait travaillé un cahier des charges hyper rigoureux. Et donc, ouais, c'est dur. Mais en fait, on se disait, on trace notre route. On a vraiment quelques mois pour rassembler ces premières usines sur lesquelles on sait qu'on aura le volume pour encaisser des commandes chez Zadig ou Galeries Lafayette, enfin, des gros, quoi. On voulait pas travailler avec des créateurs ou des plus petites marques parce que on avait compris que notre enjeu, il était dans la scalabilité, quoi, l'échelle, le volume. Et deuxième rencontre, un directeur d'usine, donc Ranga, absolument extraordinaire, qui nous dit, on le voit le lendemain ou le surlendemain de cet accident et de l'usine qui nous ferme les portes.
Et là, il nous prend toute la soirée en nous expliquant que ouais, en fait, ça va être dur. Que oui, en fait, on touche du doigt des trucs dramatiques. Il prend le temps de nous expliquer. Il avait fait toute une thèse à l'époque sur ce qu'on appelle les sumangali, qui sont des systèmes de recrutement dans des familles extrêmement pauvres de femmes mineures. Et qui, du coup, explique aux familles que l'usine va posséder, en tout cas bénéficier de cette main-d'œuvre et donc de leurs filles pendant 3-4 ans. Et ils vont avoir les droits de les voir une fois par an, mais qu'à la fin des 3 ans, grosso modo, elle ressort avec une dot. Donc elle est grosso modo très peu payée. En tout cas, elle est nourrie, logée et elle travaille dans cette usine. Et qu'au bout des 3 ans, elle a une dot et donc ça permet à la famille de sortir un peu gagnant de l'équation avec une fille placée, avec une dot et qui n'est plus une charge pour la famille, quoi. Donc les sumangali, c'est des personnes en fait qui font ça. Ils s'appellent comme ça. C'est un système, d'accord. Ouais, c'est un système de recrutement. Voilà, ils partent avec des cars. Il y a un mec ou une meuf qui explique toute la démarche aux familles et après ils repartent avec le car plein de filles pour faire de la main d'œuvre dans les usines, quoi. Ok, donc ouais. Dur. Voilà. Donc vous vous rendez compte de tout ça. Tu te rends compte de tout ça, il te dit bon c'est simple, tu regarderas quand tu vois une usine s'il y a des barbelés en haut du mur sumangali, si dortoir sur place, tu vas les voir et tu vas voir qu'il y a des gamines de 14 ou 15 ans. Donc voilà, et donc on les voit, on en visite, on les voit, on parle aux filles, on a les WhatsApp des nanas, elles nous donnent leur contact, mais il y a un moment, faut arriver à beaucoup dissocier. Donc en plus, en tant que 2 femmes, on se sent hyper concernées par le sujet, quoi. On a 25 ans à l'époque, donc très proche de ces sujets, très concernés. Et deuxième apprentissage de Ranga le soir même, c'est mais en fait, si c'est pas vous, c'est personne. Personne ne fera ça, en fait. C'est parce que vous êtes concernés, parce que vous êtes finalement des femmes, que vous avez cet âge-là, que vous avez... En plus, vous avez vos entrées. C'est-à-dire vous avez déjà travaillé pour H&M, vous avez déjà travaillé pour Vuitton, Chanel, mais qui d'autre sera capable de bridger ce qui se passe sur le terrain et finalement les codes de cette industrie. À ce moment-là, vous avez compris que votre combat, il était à sa place. Ultra légitime. Ouais. Et là, on était à Coimbatore, au fin fond de l'Inde. On se dit, ok. Et on dormait dans un hôtel enfin un peu confortable parce qu'on avait sinon dormi dans des hostels ou des trucs un peu dark. Et là, on se dit, bon, on va bien dormir. On va dormir cette nuit. Et il nous dit un dernier truc. Il nous dit, sachant que c'est vous et vous allez faire des millions de chiffres d'affaires. Et donc là, on se dit, ok. On digère le truc, on passe une bonne nuit. Et le lendemain, on a envoyé notre première facture. C'était la grand-mère de Laure qui nous avait passé une première commande potentielle. Et elle nous dit, elle commence à nous négocier les prix et tout. Et le lendemain, on signe notre premier client puisqu'elle nous signe la facture et on part avec notre première commande. Donc ça a été la discussion un peu qui a fait basculer, révélatrice. Vous vous êtes dit, on y est, quoi. On y va, en fait. On a un peu une mission. On a un peu une mission, finalement. Ouais, et puis il y avait un alignement, quoi. Il y avait un truc de... Il y a 1 an, on avait un peu quitté notre job, pris la mesure des trucs. Enfin, en tout cas, moi, j'avais quitté mon job. Laure, ça lui a pris plus de temps. On a pris nos sacs à dos. On est là au fin fond de l'Inde. On a rencontré le pire et le meilleur, à savoir ces systèmes de cooptation avec un esclavage moderne évident et Ranga, qui est un peu la lumière au bout du tunnel, qui... nous explique qu'on va y arriver et qui nous prédit ces millions de chiffres d'affaires. Donc voilà, et la commande qui s'aligne, donc on repart énergisé comme jamais. C'est marrant comme parfois juste des rencontres, des discussions, ça peut te faire voir en fait les choses complètement différemment et il faut du courage pour aller pour déjà quitter son job, mine de rien, parce que ça, bon, pour toi maintenant ça te paraît normal, mais évidemment t'avais un job, j'imagine, voilà, plutôt confortable. Et derrière, vous quittez toutes les deux votre job, vous lancez là-dedans, dans des problématiques sociales qui sont lourdes, qui sont compliquées. Et vous réussissez à créer un business autour de ça, un social business qui est quand même fou. Ça s'est développé assez rapidement, finalement. Ouais. Et je vais faire une avance rapide, mais quand même parler du début parce que ça concerne beaucoup de gens, je pense. Comment tu quittes ton job, et on représente un peu 2 situations. Donc moi, j'avais quitté donc ce poste à Hong Kong
il était ok. J'avais un peu négocié mon salaire, donc ça allait mieux. Mais j'insiste sur le fait que j'étais pas alignée avec mes valeurs. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet quand les gens se posent des questions en termes de confort de vie. En fait, ouais, il y a le salaire et oui, il y a un emprunt ou un truc, mais se poser la question de l'alignement, moi, je l'ai senti. Le moment où j'ai mis le doigt dessus, je me suis dit en fait je peux pas rester à l'époque j'étais directrice commerciale pour une agence de pub. Bon bah j'avais mis le doigt sur un truc qui ne parlait pas du tout à mon moi intérieur, donc voilà, j'ai eu aussi l'élan de quitter ce job pour les bonnes raisons, à savoir me reconnecter. D'ailleurs je voulais rentrer en France pour être avec ma famille, enfin j'avais vraiment ce sentiment de racine qui me manquait aussi par rapport à ma famille, mes proches. Et Laure, je pense qu'elle représentait un autre confort, à savoir en effet le CDI, carrière en plein. Franchement, elle était jeune pour son poste, avec un super poste, des belles. Enfin, vraiment des belles perspectives. Mais un élément clé quand même à avoir en tête, c'est qu'en France, on a ce qu'on appelle le chômage partiel, non, rupture conventionnelle, qui permet quand même aujourd'hui de partir dans des conditions idéales. Donc voilà, je pense que soit on est vraiment dans un inconfort, il faut pas avoir peur, parce que donc moi après je touchais le RSA, je suis rentrée vivre chez mes parents et ça se fait. Faut juste se donner des limites, quoi. Faut se dire jusqu'à quand je suis ok avec cette situation. Et Laure, beaucoup plus confortable, mais quand même, voilà, de se dire que se lancer avec 1 an ou 18 mois de soupape, c'est confortable, quoi. Puis quand t'as 25 ans, tu te dis, bon, de toute façon, je peux tenter ma chance pendant 2-3 ans, et puis on verra, quoi. Ouais. Mais j'encourage quand même les gens on le voit maintenant, nous, des femmes ou des hommes qui ont déjà des enfants, ou alors qui ont déjà eu un CDI ou 2 CDI et qui ont... En fait, tout est possible. Il y a vraiment juste une question d'équilibre entre jusqu'à quand je suis OK d'être dans cette précarité, ce déséquilibre un peu inconfortable, et quelles sont un peu mes clés de succès, ou en tout cas mes KPIs de voilà, là je suis satisfait, je me redonne encore du temps pour y arriver. Et je pense du coup à des étapes un peu clés, mais voilà, le premier versement de salaire, les premiers stagiaires, le premier employé, qui sont quand même des marqueurs de voilà, ma boîte se stabilise et j'ai raison d'y croire encore. Et le fait d'être une femme, parce que je crois qu'il y a, je sais pas, 30% de femmes ou 25% de femmes qui ont des entreprises comme Fairly quoi. Et du coup, comment vous avez vécu un peu le fait de développer ce genre d'ambition-là et de business-là en étant 2 femmes, en fait? Ouais. Alors, on l'a très bien vécu. Ouais. Moi, je dis souvent, il n'y a aucun frein et aucune limite à créer une entreprise en tant que femme. Par contre, il y en a des vrais dans le système de levée de fonds, et là, dans en effet ce qu'on touche plus du doigt aujourd'hui, à savoir des boîtes dans la tech avec des besoins de financement externe. Donc je reviendrai juste sur le début. Il n'y a aucun frein aujourd'hui à lancer une boîte en tant que femme. Il faut vraiment vite, je pense, homme ou femme, peu importe, mais très vite confronter son idée au marché. Donc voilà, se dire que le premier client, il faut aller le chercher avec les dents. Aucune gratuité dans tout ce que tu proposes. Enfin, il faut tout de suite facturer. Je pense à des trucs très, très simples, mais nous, on a tout de suite pris un petit logiciel de facturation qui faisait que nos factures, elles avaient l'air d'être des grosses factures. On renvoyait quand on avait des impayés, on avait une adresse, un alias compta@fairlymaid.com pour montrer que c'était ni Laure ni moi, mais c'était un comptable qui relançait. Voilà, donc comme ça, tu cadres un peu et tu donnes l'impression d'être... Valeur perçue. Exactement. Hyper important, ouais. Dès le début, en fait. Notre site, Notre site, on parlait de déjà on l'avait mis tout en anglais, donc on parlait de Fairly Made, startup, donc on exprimait qu'on était une équipe alors qu'on n'était que 2. Enfin, il y avait vraiment c'est pas le terme que je préfère, mais fake it until you make it, voilà, on est plus gros qu'on est, et qui permet quand même de bien légitimer ton action. Et donc ça, voilà, la facture, pouvoir rapidement avoir un nom de domaine crédible, et des cartes de visite qualitatives. Donc ça, c'est un truc que nous, on a vite fait. On s'est vite mis à niveau là-dessus. Ouais. Et tu disais, tu parlais de la levée de fonds, ouais, et du fait d'être une femme. Justement, là, vous avez levé 5 millions. Ouais. Donc ça s'est bien développé. Vous êtes combien là dans l'entreprise ? Là, on est 58. Ah oui. D'accord, 58, je sais pas pourquoi je m'étais arrêté à une trentaine. J'avais écouté des... Ok, et donc là, donc 58 personnes, vous levez des fonds, et là tu me dis que c'est à ce moment-là que tu as senti que d'être une femme,
ça pouvait être plus compliqué, enfin, ça pouvait complexifier ce processus? Ouais. Bah, en fait, je reviendrai juste sur les chiffres que tu donnais. C'est-à-dire qu'il y a 30% grosso modo de femmes dirigeantes d'entreprises et créatrices d'entreprises. Mais dans la tech, il y en a moins de 10%. Et dans les levées de fonds, il y en a moins de 2%. Donc, grosso modo, la part du gâteau se réduit. 2%. Et de femmes associées femmes, de 2 femmes à la tête d'entreprises tech qui lèvent des fonds. Ça n'existe pas. Je pense qu'on fait partie d'un rare vaisseau ovni qui gravite dans l'écosystème. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que lancer la boîte, pas de difficulté. Au contraire, je pense sur la partie emprunt bancaire, il y a une vraie forme de gestion de l'entreprise, de la trésorerie qui est vraiment bien et qu'il faut qu'on conserve. Et là, je pense que toutes les femmes ont vraiment des très très bonnes carrières à bâtir là-dessus, à savoir de gestion d'entreprise, de vision d'entreprise. Et on le voit aujourd'hui, il y a une capacité à gérer des boîtes et à amener des boîtes loin qui est en pleine explosion dans l'entrepreneuriat féminin. Et en effet, par contre, on se heurte à un sujet dans le financement qui est qu'en fait, le monde de la finance, que ce soit dans le monde des business angels, que ce soit dans le monde des family office, que ce soit dans le monde des VC et des fonds, donc j'en parle dans l'ordre, mais business angel, c'est quelqu'un qui finance l'entreprise avec un capital personnel. Les fonds family office, c'est finalement des familles relativement fortunées qui ont une gestion de patrimoine externalisée, ou en tout cas quelqu'un qui gère leur propre patrimoine. Et ensuite des venture capital, donc des fonds capital risque, donc finalement des tailles de fonds plus petites, ou en tout cas qui diversifient plus vite leur portefeuille pour investir dans des boîtes jeunes avec une espérance de gain forte. Donc grosso modo, eux, ils investissent dans 10 boîtes et ils ont l'espérance qu'une fasse x100 et que grosso modo sauve la mise des 10 autres, enfin des 9 autres qui ont fail. Et après, je parlerai pas des autres structures, mais pour ce qui nous concerne, donc nous, on lance la boîte en 2018. On autofinance, donc c'est-à-dire qu'on met 10 000 euros chacune au démarrage, et on autofinance, donc ces 10 000 euros, on les fait fructifier. On fait 200 000 euros de chiffre d'affaires la première année, on fait 600 000 euros de chiffre d'affaires la deuxième année. On monte jusqu'à 10 personnes en interne sur fonds propres. Donc, on est rentable, on gagne de l'argent, on réinvestit de l'argent, on mise sur des profils. On a investi dans notre première employée qui est une directrice commerciale extraordinaire qui est toujours à nos côtés, qui s'appelle Agathe. Qui est toujours là, Agathe, ok. Toujours là. Ouais. Qui s'occupait de la première activité, tu en parlais, de fabrication de vêtements et d'accessoires pour les marques, et qui est aujourd'hui une autre structure. Donc on a 2 sociétés maintenant, Bien Faire, donc qui s'occupent toujours de ce métier-là, donc une TPE rentable, voilà, qui tourne, et Fairly dont on a conservé le nom et qui est donc ce SaaS aujourd'hui qui permet aux marques de tracer l'origine de leurs produits et d'en mesurer l'impact sur 5 critères, donc que sont la traçabilité, le social, l'environnemental, la recyclabilité et la durabilité, et d'en parler au consommateur final, puisque du coup sur la plateforme ils peuvent télécharger des QR codes ou des widgets qu'ils insèrent sur leur site e-commerce ou qu'ils mettent sur leurs vêtements pour parler au consommateur final. Ouais. Et c'est sur ces 2 entreprises-là que vous allez lever des fonds, ou vous levez juste sur Fairly Made? Qu'est-ce que vous avez présenté aux investisseurs? On a fait 2 levées jusqu'à présent. Donc les 2 premières étaient sur Fairly Made, mais l'activité de production existait encore au sein de cette structure. Et on a dissocié les 2 là au 30 décembre dernier pour en faire 2 sociétés. Donc les prochaines levées de fonds seront que sur Fairly Made. Là où avant, en effet, il y avait un peu les 2 activités au niveau de l'activité, on va dire, rémunératrice de l'entreprise. Mais donc pour revenir aux difficultés, comme on était rentable, commencer à se poser la question de à quel moment on met les skis dans la pente. C'est-à-dire à quel moment tu te mets à risque, c'est-à-dire que tu relèves des fonds sur une activité rentable, alors que normalement, quand tu vas justement voir des investisseurs, c'est que tu n'es pas rentable et que tu as besoin de... Parce que si tu es rentable, tu vas avoir une banque. C'est-à-dire qu'il y a 2 modes de financement. Il y a ce qu'on appelle du dilutif et du non dilutif. Le non dilutif, c'est ce qu'on connaît. Tu as besoin d'acheter un appartement. Moi, j'ai besoin de financer mon entreprise. Pareil, on va voir la même personne, c'est un banquier. Il te prête de l'argent et comme tu es rentable, tu lui rembourses au fur et à mesure avec des intérêts. Le non dilutif, c'est tu n'es pas forcément rentable, ou en tout cas tu as du mal à te financer avec des modèles classiques, et donc tu embarques des gens sur une vision en disant j'ai besoin de ce capital risque, en disant j'ai besoin de 100 000, 200 000, 1 million pour arriver à des conditions de rentabilité pour arriver ensuite à pouvoir vous rembourser.
ou en tout cas, pas forcément vous rembourser, mais vous verser des dividendes. Mon entreprise vaudra potentiellement fois 2, 3, 10, et le jour où il y aura un nouvel actionnaire ou un acheteur, vous récupérez un gain relatif finalement au risque que vous avez pris. Ouais. Ça se trouve, vous perdrez de l'argent parce que ça ne vaudra plus rien. Ça se trouve, vous en gagnerez parce qu'on aura créé plus de valeur. Et donc, à ce moment-là où on prend du risque, c'est super dur pour une entreprise qui gagne de l'argent de dire, en fait, je décide de mettre les pieds dans la pente, de les skis dans la pente, et je vous embarque sur une nouvelle vision. Et donc, c'est là où, en plus, c'est nouveau dans le monde de l'entreprise, dans la start-up, et je raconte ça, on est en 2020, donc on sort un peu du Covid, dans 2021, on est sorti du Covid, mais en même temps, les marchés sont hyper actifs, il y a beaucoup d'argent, tout le monde te dit faut pas lever, donc on cherchait à lever 200 000, faut pas lever 200 000, faut lever 1 million. Ouais, mais moi en fait j'ai besoin de 200 000 quoi. Bah non, mais va chercher 1 million, parce qu'en fait dans ce qu'on appelle le seed, qui est vraiment une étape de levée de fonds primaire, que tu lèves 200 000 ou que tu lèves 1 million, les business angels, qui sont les tout premiers géants que tu vas voir, veulent, et c'est un peu des ratios classiques, entre grosso modo 15 et 20% de ta boîte. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est market practice. Donc moi j'apprends ça au fur et à mesure, tu vois. Vous apprenez sur le tas. Cette levée de fonds en 2021. C'est toi dans l'entreprise qui est en charge de tout ça, ok. Historiquement, oui, maintenant c'est Laure. Okay. Mais donc à cette époque-là, c'est moi. Et je vais jamais lâcher 20% de ma boîte. Je suis rentable. Je vais pas faire rentrer des gens au capital et leur filer 20% de ma boîte, alors que j'ai tout donné depuis 3 ans pour arriver à faire de cette structure une boîte. Donc moi, je vous offre bien évidemment beaucoup moins que 10% de mon capital. Donc c'est là où quand même, en plus, tu te confrontes à non seulement des gens qui comprennent pas ta logique, et en plus, t'es 2 femmes, donc... tu parles à que des hommes, donc je parlais donc des business angels ou des family office, ce sont à 90% des hommes. Ah, c'est que des hommes, j'aurais pas cru, quasiment quoi. Beaucoup. On croise une nana géniale qui a le family office finalement de sa famille. On croise une Chantal Baudron, la business angel numéro 1 en France, femme. Ils investissent, mais voilà, il y a peu. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de femmes à notre board, mais c'est parce qu'on a été les chercher et qu'il y avait que, grosso modo, elles qui aussi comprenaient un peu nos sujets. Mais petite pépite, tu vois, un mec qui gère un peu tranquillou le fond d'un family office et qui nous dit vous avez l'air bien, hein, mais bon, 2 femmes, vous savez quand même, les femmes c'est difficile, hein, c'est quand même beaucoup moins facile, ça marche moins bien, c'est moins réactif. T'es là genre ok. Tu me dis ça. Heureusement pour lui, on était en visio en plein Covid. Donc, moi, autant te dire que j'arrache 3 fois la coudoir de ma chaise. Et quand je raccroche, j'appelle Laure, genre un peu hors de moi. En 2020, 2021, qu'il y ait ce genre de discours-là, hyper assumé. Moi, j'étais pas en levée de fonds, mais on est dans un groupe, c'est un collectif qui s'appelle Sista, qui justement c'est fédéré autour de ces punchlines. Parce qu'il y a que des femmes, en fait, Sista, c'est collectif de femmes entrepreneurs. Ouais, okay. C'est Tatiana Jama et Céline Lazorte qui ont sur le constat que la levée de fonds était impossible en tant que femme dans des levées de fonds conséquentes, qui ont décidé de créer des chartes d'engagement pour les fonds en leur disant je m'engage en tant que fonds à fermer les yeux sur le fait que ce soit une femme qui me parle et accepter que au même titre qu'un peu les CV anonymes, je cherche à ne pas être biaisée quand j'étudie un dossier et que je vois des femmes à la tête de boîtes en capital risque. Heureusement qu'il y a ce genre d'initiative, parce qu'en fait et heureusement, là tu mets le doigt sur quelque chose qu'on se rend pas compte de ça en fait. Mais c'est bien sûr, et donc c'est récurrent. Je vois je vous en partage une autre parce que c'est pas moi, mais c'est une des nanas avec qui j'échangeais, mais qui me dit je pitch ma boîte. Il y avait grosso modo un tour de table, il y avait que des mecs qui m'écoutent et ils devaient décider, c'était un fonds, ils devaient décider s'ils investissaient ou pas. Elle sort, elle sort, donc elle ne rentre pas encore, mais donc ils se rassemblent. Et t'as quand même un sale type qui balance moi j'investis pas, mais par contre je la prends. Donc tu veux, t'as quand même un moment, t'es là genre voilà, à d'autres. En fait, ça paraît lunaire quoi. Ouais. Ça paraît impossible, mais en fait moi, ça me et ces gens-là gèrent des millions d'euros et ont du pouvoir entre guillemets. Donc vous êtes heurté, alors moins directement que cette anecdote-là. Cette frange absolument infâme de connards qui existent encore. C'est ça. Mais
Mais ouais, donc voilà, on se bat contre ça et on essaye de prendre la parole aussi sur ces sujets. Mais donc, on a la chance dans cette deuxième levée de fonds, donc ça c'est en 2021, on s'entoure donc de Chantal Baudron, Véronique Gébel, énormément, donc 10 business angels et donc 5 femmes, 5 hommes. Et l'année d'après, on part en levée de fonds, donc c'est là où on lève 5 millions. Et donc là, on prend un lever, donc qui est d'ailleurs un terme absolument horrible, mais qui du coup est un métier. Ouais, un lever de fonds. Effectivement, le terme est étrange. Ouais. Qui te permet en fait d'externaliser un peu tout ce travail, d'aller chercher de l'argent. Et donc très très bon accompagnement. On travaille avec KPMG à cette époque-là, Jean-Christophe Paoli qui est la personne qui nous accompagne sur la levée. Et là, franchement génial. Alors en plus Laure est enceinte, donc on se dit allez avec quoi on part en termes de genre de frein et autres. Extraordinaire, franchement ça s'est trop bien passé. C'était la blague en gros. Donc un lever en 2 mots t'aide quand même à filtrer un grand nombre de fonds. Donc nous on lui dit on veut un fonds à impact ou un fonds tech, mais on veut des gens qui soient soit engagés chez Sista, soit dans cette logique de entrepreneuriat impact. Et ça se passe bien, franchement, on voit des super fonds. Donc, grosso modo, lui, il connaît un peu toute la terre entière dans l'investissement, donc il passe des coups de fil à tout le monde, il réduit. Il y a 60 personnes qui rencontrent Laure en visio et qui, grosso modo, disent go, no go sur le pitch. T'en as grosso modo 20 qui semblent super intéressés, donc moi, je rentre dans les discours et les débats. C'est à ce moment-là où Laure, elle baisse l'écran parce qu'on était en visio, mais souvent, elle dit, bon, by the way, je suis enceinte, donc en fait, fin juin, cette levée est bouclée, donc charge à vous de vous mettre en ordre de marche dès maintenant si vous voulez investir ou pas. Et sur les 20, il y en a 5 qui font des offres, donc assez extraordinaire dans le monde où normalement tu as généralement 1 ou 2 propositions. On finit avec 5 offres et donc ça s'appelle des Letter of Agreement, des LOI, donc qui te permettent de dire moi en tant que fonds j'investirais à telle hauteur sur tel valo et donc après c'est la vapeur s'inverse, c'est à nous de choisir, donc ça fait du bien. On était dans une situation très confortable où là on a pris vraiment les meilleurs, donc on est parti avec un fonds à impact anglais. Avec une femme au board qui est depuis 2007 dans l'investissement impact, donc qui comprend aussi des métriques hors revenus et rendement, donc ils sont vraiment sur on veut des boîtes qui cartonnent, mais on fait aussi hyper gaffe aux indicateurs d'impact, donc on est autant challengé sur nos revenus et nos indicateurs financiers que sur nos indicateurs extra-financiers. Et French Founder, qui est un autre fonds intéressant, qui est un club d'investisseurs. À la base, c'est un club de dirigeants internationaux et qui nous aide aussi là beaucoup sur nos nouveaux challenges, qui sont du coup l'ouverture de Fairly Made à l'international. Ouais, c'est ça. L'argent va être utilisé pour ça, pour recruter, j'imagine aussi. Ouais, exactement. Je sais que le temps commence à passer. En effet. J'ai 2 dernières questions. Allez, allons-y. Quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as démarré, avec le recul que tu as aujourd'hui? Alors, j'en donnerais 2. On a fait ça très tôt, on me l'a donné, et donc je le retransmets, mais on a un de nos mentors qui nous a fait faire un Ikigai. Un Ikigai, c'est quoi? C'est un exercice un peu de dev perso qui peut parler à certains et certaines d'entre vous, mais qu'on a appliqué à la boîte. Donc, en tant que cofondatrice, et ça, c'est hyper important s'il y a une association, et d'ailleurs, je recommande à tout entrepreneur qui souhaite se lancer de trouver son binôme ou son trinôme, mais solo founder, c'est très, très dur, surtout quand il y a des ambitions de créer, fédérer une entreprise. On n'est jamais trop de 2 dans ce genre d'aventure. Et donc, en fait, on a fait l'exercice à 2 de l'Ikigai pour trouver les valeurs et les impondérables de Fairly Made, à savoir ce autour de quoi on voulait se rassembler. Donc, non seulement quelles étaient nos valeurs en tant que fondateurs et fondatrices, donc que 2 fondatrices en l'occurrence, et quelles étaient ensuite les valeurs qu'on voulait inscrire chez Fairly Made. Et donc, en sont ressorties la bienveillance, la rigueur et la transparence. Et donc, depuis 2018, c'est les 3 valeurs qui sont écrites, martelées, formation d'onboarding, signature de la charte éthique, dans nos slides, présentées à nos invests. Donc, voilà. Ikigai, hyper important, et définir très tôt la raison d'être de l'entreprise. Quand vous prenez des décisions, vous repassez via ces 3 valeurs, quoi. Oui. En fait. Oui. Ouais. Et ensuite, un élément clé qui est le recrutement. Franchement, ça, c'est un truc sur lequel on se pose toujours les questions de quels sont les recrutements qu'on doit faire, qu'est-ce qui va être important. Et donc, recruter des sales. Nous, notre premier employé, c'est une sales. En fait, il n'y a rien il n'y a pas de miracle. Il faut juste générer du revenu, faire en sorte que ton business tourne. Donc,
Il y a beaucoup de gens qui te disent oui mais moi je suis le meilleur vendeur en tant que fondateur. Oui bah moi aussi c'est ce que je pouvais dire. J'ai été longtemps la solo vendeuse de la boîte. Et en fait non, il faut à un moment avoir quelqu'un en relais. Et aujourd'hui t'as forcément un moment où tu te dis bon bah elle ou il vend un peu moins bien que moi, mais en fait c'est nécessaire pour ensuite prendre de la hauteur et vendre mieux. Et donc aujourd'hui personne d'autre que l'équipe commerciale ne vend mieux. Donc il y a Agathe qui aujourd'hui a 2 personnes en sales plus un directeur France et une personne qu'on vient de recruter en Italie et une personne au UK. Donc voilà, elle gère aujourd'hui une équipe de 6 personnes en sales. Et ça, c'est clé. J'aurais vraiment aimé qu'on me le redise. On a eu un peu l'intuition de le faire et puis voilà, des observations de qui serait le meilleur premier recrutement. Mais donc, recruter des sales et sur ces valeurs que sont la bienveillance, la bienveillance, la rigueur et la transparence. Ouais, donc, la raison d'être et le recrutement de sales. C'est ça. Dernière petite question. Imagine, tu es dans la rue là, et puis tu croises Camille à 18 ans. Ouais. Qui a 18 ans, tu as 5 minutes pour lui parler. Ouais. Tu auras envie de lui partager quoi? Bah, mon LinkedIn, hein, franchement, je lui exporte en PDF et je lui donne, je lui dis, fais la même chose. En vrai, je pense que je ne ferais pas différemment. Il y avait pas mal de gens qui me disaient passe par des expériences, fais peut-être 1 an ou 2 de CDI. En fait, il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Je leur disais que t'es des enfants, pas d'enfants, un divorce, des situations dramatiques dans ta vie. En fait, il y a toujours un moment où il faut juste un peu avoir le feu voilà, ce truc. Et je me souviens, il m'est arrivé la même chose. J'étais en prépa, j'avais envie de monter une expo photo. C'était pas le bon moment. Genre, j'étais en plein concours blanc et d'autres. J'ai monté une exposition photo en 2e année de prépa. Et du coup, genre, j'ai dégringolé dans les classements. Bah, heureusement, finalement, que je l'ai fait parce que ça m'a donné une première expérience de gestion de projet et autres. J'ai cartonné mes oraux et du coup, j'avais une vraie expérience. Donc, je dirais à la Camille du haut de ses 18 ans, voilà, essaye de te projeter dans des trucs qui te donnent envie. Donc, voilà, j'ai rejoint la JE parce que j'avais envie de découvrir le monde de l'entreprise. J'ai été dans le luxe parce que ça m'a envoyé des paillettes et que je trouvais que les noms étaient stylés. Et ben, en fait, ça m'a donné de la crédibilité pour la suite. Je suis partie au Pérou, je voulais voir du pays et ça m'a donné envie de explorer ce monde de l'entrepreneuriat social. Et ensuite, j'ai monté ma boîte à 26 ans et ça m'a donné la possibilité de le faire très tôt, d'y aller avec beaucoup d'énergie. Faut quand même avoir en tête que malgré le fait qu'il faut lancer sa boîte au moment où on a le feu, faut savoir qu'il faut donner des heures et cadrer aussi cette énergie. C'est-à-dire, on s'arrête à telle heure, on s'arrête le week-end pour gagner en énergie et repartir au début de semaine avec une bonne dose d'énergie. Mais voilà, je pense que faut essayer de s'inspirer des gens. Donc, je lui imprime mon LinkedIn et je lui propose de l'inviter à déjeuner. Ouais, pas mal déjà. Est-ce que tu as un défi à lancer aux gens qui nous écoutent? Un défi, un challenge, quelque chose qu'ils pourraient faire après t'avoir écouté pendant 1h15 qu'est-ce que... Bien sûr, signer la pétition anti-Shein et se poser la question à chaque fois qu'ils achètent un vêtement de est-ce que j'en ai vraiment besoin? Bon, je pense que c'est noté. Où est-ce qu'on peut trouver Fairly Made? Et chez nos 50 excellents clients en France, au UK, en Italie, qui travaillent du coup avec nous sur les sujets d'investigation de leur filière, d'engagement social et environnemental sur cette plateforme qui est Fairly Made, et d'aller scanner les QR codes qui sont en boutique. Sur les étiquettes, en fait. Chez Rossignol, Mage, Sandro, Claudie Pierlot, Patou dans le luxe. Bientôt des très belles marques de mass market aussi qui font des efforts. Donc voilà, beaucoup de clients sympas. Super. Merci beaucoup Camille pour tous ces échanges, toutes ces pépites, ces anecdotes. Ouais. Merci pour tout ça. Et puis je partagerai la liste de certains de nos clients en effet dans le podcast. Super. Merci Camille. Merci.